Est-ce que vous Bonjour. m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Je commence. Allô? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, Oui, on Le vous professeur. entend. Je peux commencer. oui, Oui. Donc, bonjour tout le monde. Et c'est avec un Bonjour. grand plaisir. C'est avec un grand plaisir qu'on va partager, que je vais partager avec vous le TD d'aujourd'hui, TD numéro 1, relatif à l'épidémiologie descriptive. Avant tout, pour ceux qui ont déjà le corrigé, euh, je leur demande avant de voir le corriger, qu'ils fassent l'effort de quand même essayer de résoudre les exercices des différents TD. Je vous rappelle que nous avons 6 TD ensemble. Le premier de la série, c'est les études descriptives et les indicateurs de santé qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle l'épidémiologie descriptive. Avant qu'on passe déjà au TD proprement dit, je vais rappeler certaines notions que vous avez certainement acquises lors des cours ou TD que vous avez déjà fait. L'épidémiologie, pratiquement, l'objectif ultime de l'épidémiologie, comme de la médecine, c'est de régler ou d'essayer de régler un problème de santé. Ou le problème de santé, soit il peut être dans le cadre de la médecine clinique, donc c'est de la santé individuelle d'un individu, ou en termes d'épidémiologie, à savoir un problème de santé collective ou de santé publique. Comme tout problème, si on veut le résoudre, et si on pose la question à quelqu'un, que doit-on faire pour résoudre tel ou tel problème de santé ou autre, il va certainement répondre, il faut le résoudre, quel est ce problème, il faut intervenir, quelle est la cause de ce problème. Donc, en voyant de près ces réponses, c'est vrai, ce sont des réponses plus ou moins vraies, mais ce sont des réponses complémentaires. Mais une chose, un principe, c'est quand même qu'il y a un ordre chronologique cohérent pour arriver enfin à résoudre un problème de santé ou autre. Les 4 étapes essentielles pour résoudre un problème tout court ou de santé individuelle ou de santé collective, c'est de passer par 4 étapes. La première étape, c'est d'abord de connaître le problème lui-même. Et c'est ce qu'on appelle décrire un problème, définir un problème, déterminer le problème. Mais le terme usité en épidémiologie, c'est le terme décrire. Donc la première étape, c'est décrire le problème de santé. Ou pas forcément le problème de santé, ou décrire l'état de santé. Donc la première étape, c'est de la description, décrire. Après avoir décrit, et décrit pas n'importe comment, après l'avoir bien décrit, voire très bien décrit, ça veut dire selon les normes de description. Et nous allons voir ensemble quelles sont les normes de décrire un état de santé ou un problème de santé. La deuxième étape, c'est de voir quelle est la cause de ce problème ou l'étiologie de ce problème. Et c'est la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'étape d'analyse ou d'analyse étiologique. Donc cette étape, c'est une étape étiologique, c'est une étape analytique, c'est une étiologie explicative, ça veut dire on explique le problème, le pourquoi du problème. Et là aussi, l'analyse étiologique, on ne fait pas l'analyse n'importe comment.
Là aussi, il faut non seulement analyser, mais bien analyser, voire très bien analyser. Ça veut dire selon les normes d'analyse. La troisième étape, c'est après avoir décrit le problème comme il faut et l'avoir analysé pour essayer de trouver la cause du problème, on arrive à la troisième étape, c'est l'étape d'intervention. C'est l'étape où on doit agir, où on doit intervenir. Et le terme usité en épidémiologie pour cette troisième étape, c'est l'intervention. Donc, je répète, je décris le problème, je l'analyse, j'interviens. Et je n'interviens pas n'importe comment, je dois bien intervenir, voire très bien intervenir. Là aussi, on doit intervenir selon des normes. Enfin, la quatrième étape, après avoir décrit, analysé, intervenu, je suis obligé d'évaluer l'efficacité ou la performance ou l'efficience de mon intervention. Et là aussi, pour évaluer, je ne dois pas évaluer n'importe comment. Il y a aussi, je dois bien évaluer, voire très bien évaluer. Ça veut dire, je dois évaluer selon des normes. Donc, si je reviens, donc les quatre branches ou les quatre axes ou les quatre axes ou les quatre niveaux de l'épidémiologie, c'est de l'épidémiologie descriptive qui me permet de décrire un état de santé ou un problème de santé. La deuxième branche, c'est l'épidémiologie analytique ou étiologique ou explicative ou causale qui me permet d'analyser pour trouver éventuellement la cause, bien qu'après on verra qu'il y a nuance entre causalité et association qu'on verra lors du TD numéro 2. Et le troisième axe, c'est l'épidémiologie interventionnelle. Enfin, l'épidémiologie évaluative. Mais beaucoup d'auteurs, il y a jumelage des deux derniers axes, à savoir l'intervention et l'évaluation. C'est ce qu'on appelle l'épidémiologie d'évaluation des interventions. Est-ce que c'est clair? Vous m'entendez? Oui, Donc, justement, si on voit de près la définition ou les définitions de l'épidémiologie, les définitions de l'épidémiologie sont d'abord diverses, elles sont nombreuses et elles ont évolué dans le temps. J'ai choisi quatre principales définitions, à savoir la définition de l'Organisation mondiale de la santé en 1968 qui définit l'épidémiologie en tant qu'étude de la distribution des maladies et des invalidités dans les populations humaines, ainsi des influences qui déterminent cette distribution. Est-ce que d'après vous, on retrouve les différents axes que je viens de citer? Qui peut me répondre? Vous m'entendez? Oui, prof. Est-ce qu'il y a des répondants à ma question? Est-ce que je continue? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur le docteur. Est-ce qu'il n'y a pas de répondant à ma question? Vous pouvez répéter la question, monsieur? J'ai dit la question, si on voit de... D'accord. Si on voit de près cette définition,
étude de la distribution des maladies, des invalidités dans les populations humaines, ainsi que des influences qui déterminent cette distribution. Est-ce qu'on retrouve les différents axes que j'ai cités? Oui, il y a deux axes normalement. Quels sont ces deux axes? Le problème et la cause. Très bien, très bien. Donc, ça veut dire, cette définition, on arrive, comme on a Elle n'est pas déduire, complète. au moins les deux, très bien, au moins les deux axes, à savoir l'axe de la description, c'est ce qu'on appelle distribution, et ainsi que celui des La cause. influences. Et influence, ce qu'on appelle la cause. Mais là aussi, depuis, la définition a évolué, ne serait-ce que sur le domaine d'application. Parce que là, ils vous disent dans les populations humaines, et actuellement, l'épidémiologie ne se limite pas aux populations humaines. Ça veut dire qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'épidémiologie animale, qui concerne les animaux, voire l'épidémiologie végétale, qui concerne aussi ce qui est végétal. Je poursuis. McMahon, en 1970, étude de la distribution des déterminants. Là aussi, on retrouve les deux axes de description et d'éthologie, des problèmes de santé dans des plans humains et application des résultats de cette étude pour le contrôle de ces problèmes de santé. Justement, application de ces résultats, c'est pratiquement, il parle presque de l'intervention. Ça veut dire, à partir de si après avoir décrit et après avoir trouvé justement les causes, on est obligé d'appliquer, ça veut dire on doit intervenir. Et la troisième définition de M. Génisek, justement là, on voit justement l'axe d'intervention. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. En tout cas, ça veut dire, y compris la dernière définition, juste pour vous dire, une définition complète de l'épidémiologie, c'est la définition où on retrouve pratiquement les différents axes, à savoir l'axe de description, d'analyse, d'éthologie, d'intervention et d'évaluation. Et là aussi, avant que je passe à la deuxième diapo, c'est pratiquement ce que fait même un médecin dans son cabinet de consultation. Avant de traiter un malade pour le guérir, ça veut dire pour résoudre son problème de santé, il est obligé de décrire sa maladie, puis il va à cause de sa maladie, il doit intervenir en prescrivant des médicaments, c'est-à-dire il doit traiter, et enfin, il doit lui demander de revenir s'il est guéri ou pas. Et ça, et la dernière étape, c'est l'évaluation. Donc, même le médecin dans son cabinet privé, il passe par ces 4 étapes de décrire, d'analyser, d'intervenir, à savoir traiter et d'évaluer. Maintenant, justement, ce que je viens de dire, c'est les axes, à savoir, 1, décrire l'état de santé de la population, analyser les déterminants, proposer des interventions et évaluer l'impact de ces interventions. Maintenant, justement, oui. Professeur, s'il vous plaît, vous pouvez accepter Oui. les demandes de rejoindre. Ah, d'accord. Donc, vous m'excusez un moment. Mimaz. Accepter, oui. Voir qui. أنا ماشي ماسكي. Je continue. Oui. D'accord. Donc, ça veut dire, justement, aujourd'hui, vous allez voir que, justement, vous m'excusez. D'abord, après, on va voir maintenant pour l'épidémiologie, il faut savoir, nous avons parlé des 4 axes de l'épidémiologie, mais les études, pardon, en termes d'épidémiologie, il y a toujours 3 niveaux. On parle d'axes. Après les axes, pour chaque axe, il y a différents types d'études. Et pour chaque type d'étude, il y a des mesures, des paramètres. Donc, niveau 1, c'est l'axe. C'est ce qu'on appelle l'épidémiologie descriptive, par exemple.
Pour l'axe de l'épidémiologie descriptive, il y a des études qu'on appelle les études descriptives. Et pour chaque étude descriptive, il y a des mesures appropriées qu'on appelle les mesures descriptives. C'est la même chose pour les études, pour l'épidémiologie étiologique. Il y a l'épidémiologie étiologique en tant qu'axe. Pour cet axe correspondent des études dites étiologiques. Et pour chaque étude étiologique, il y a des mesures étiologiques. Et les études épidémiologiques, on peut les classer de différentes manières. Il y a différents critères de classification. Mais le terme le plus usité, le plus fréquent, le plus intéressant, c'est celui de selon l'objectif. C'est-à-dire les études, on peut les classer selon l'objectif. D'ailleurs, donc on distingue les études descriptives si on veut décrire un problème de santé. Une étude étiologique si on veut connaître la cause du problème ou de la maladie. L'étude diagnostique, c'est comparer deux tests diagnostiques pour voir quel est le plus performant. Et des études thérapeutiques, c'est comparer deux méthodes thérapeutiques ou deux médicaments pour voir quel est le plus efficace. Et enfin, l'étude pronostique qu'on utilise souvent, notamment en oncologie, où le pronostic vital est souvent étudié. Donc, grosso modo, dans les études médicales, nous avons 5 grands types d'études, à savoir les études descriptives, les études étiologiques, les études diagnostiques, les études thérapeutiques et les études pronostiques. Et pour vous, pour l'examen pour le module de CME de médecine, malheureusement, on va se limiter aux études descriptives et aux études étiologiques. On peut aussi classer les études selon la taille de la population. Si, par exemple, l'étude que nous faisons concerne l'ensemble de la population, on l'appelle une étude exhaustive ou une étude recensement. Et quand on dit toute la population, c'est pas forcément toute la population de l'Algérie. Ça peut être la population d'une commune, la population hospitalisée d'un hôpital, mais à condition que étudier l'ensemble des éléments sans aucune exception. Là, on parle d'études exhaustives. Mais dans la pratique, c'est vraiment rare de faire une étude exhaustive pour diverses raisons de pratique, de financement, de coûts, de temps, etc. Mais généralement, on fait appel à des études échantillonnales ou échantillons. Mais pour que cette étude soit valable sur le plan scientifique, elle doit être sur un échantillon, certes, pas toute la population, mais l'échantillon doit être représentatif pour pouvoir extrapoler, avec certaines limites d'ailleurs, pour pouvoir extrapoler les résultats qu'on a trouvés sur un échantillon à l'ensemble de la population. Et l'une des méthodes pour avoir un échantillon représentatif, c'est ce qu'on appelle sondage, ou tirage au sort, ou randomisation, qui nous permet quand même d'avoir un échantillon représentatif. Parfois, on n'arrive même pas à avoir la possibilité d'avoir un échantillon représentatif, et donc ce qu'on appelle, on fait une étude empirique. Une étude empirique, c'est-à-dire n'est pas basée sur un échantillon représentatif, mais quand même, c'est une étude qu'on peut avoir quand même certaines conclusions, mais attention, on ne peut pas les généraliser à la population parce que l'échantillon en question ou la population étudiée en question, c'est pas une population représentative. Maintenant, selon la chronologie, nous avons des études rétrospectives dans le passé, des études transversales, elles concernent le présent aujourd'hui, et les études prospectives, ce sont les études qu'on voit dans le futur, telles que, par exemple, les études de corps. Selon l'attitude du chercheur, et là, nous avons des études d'observation, ça veut dire le chercheur, celui qui fait l'étude, il ne fait qu'observer, il n'a pas à intervenir. Par contre, dans les études interventionnelles, ce sont des études où il intervient, notamment en cas d'essai clinique. C'est-à-dire, l'essai clinique, il ne va pas juste observer, mais il va donner des médicaments, un médicament A à une population, par exemple, A, un groupe donné A, et un médicament B à une autre population B qui est semblable à la population A, mis à part la prise du médicament lui-même, et il va tirer des conclusions. Il y a aussi selon le territoire, l'étude épidémiologique, elle peut être locale à l'échelle d'une commune, d'une wilaya, elle peut être régionale à l'échelle d'un ensemble de wilayas, région centre, région sud, région nord,
Elle peut concerner tout le pays et on parle d'une étude nationale, voire continentale quand elle intéresse un continent tout entier, par une étude africaine, une étude américaine, une étude européenne, voire internationale, c'est une enquête mondiale. Elle peut aussi être une étude selon le nombre de centres. On peut faire une étude dans un hôpital donné, et on dit elle est monocentrique, comme on peut la faire dans plusieurs centres, et on en appelle monocentrique. Ça veut dire une étude qui est faite en même temps dans plusieurs hôpitaux, on l'appelle une étude multicentrique, mais à condition, pour cette étude multicentrique, quand même, il y a des conditions qu'on n'a pas le temps d'aborder. Enfin, les études selon la périodicité, il y a des études permanentes, telles que l'état civil, des études démographiques en termes d'état civil. Par exemple, les décès et les naissances sont enregistrés tous les jours. Et là, on parle des études permanentes. Il y a des études périodiques, c'est-à-dire qu'on fait tous les ans, tous les 2 ans. Il y a des études ponctuelles, ça veut dire ce sont des études qu'on fait quand le besoin y est. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire en termes de critères de classification des études épidémiologiques? Oui, professeur. D'accord. Et donc maintenant, je vais essayer de... Oui. C'est pas... On va essayer... Je vais essayer de... Bon, accepter. يمكن كده؟ Je reviens. Excusez-moi. Et là aussi, par exemple, en résumé, la typologie des études, voilà ce que je viens de dire. Ce qui nous intéresse, c'est toutes les études descriptives, les études étiologiques. Les études descriptives, comme vous le voyez, d'ailleurs, on peut diviser les études soit en contrôle, soit en contrôle pas. C'est-à-dire, soit le chercheur intervient ou il n'intervient pas. Quand il n'intervient pas, c'est ce qu'on appelle les études observationnelles. Et quand il intervient, on appelle des études interventionnelles. Les études observationnelles, c'est ce qui nous intéresse, ce sont les études descriptives et les études étiologiques. Pour les études descriptives, c'est généralement un synthèse sur un groupe. On n'a pas besoin d'un groupe contrôle, ça veut dire d'un autre groupe. Généralement, les études se font sur un seul groupe. Par contre, les études étiologiques se font sur au moins 2 groupes. Et d'ailleurs, nous distinguons des études exposées, non exposées. Ça veut dire on va comparer les exposés et les non exposés. Ou par exemple, les études cas témoins, on va comparer les cas et les témoins. Et là, je vais rentrer dans je vais aborder ça en détail lors du prochain TD relatif à l'épidémiologie étiologique. J'avance. Par exemple, maintenant, les études descriptives, je rappelle l'objectif, c'est décrire l'état de santé de la population. Et là, il faut des mesures. D'abord, il faut des méthodes, c'est ce qu'on appelle les méthodes descriptives. Après les méthodes descriptives, nous avons les mesures descriptives, qu'on appelle communément les indicateurs de santé. Et les indicateurs de santé, nous avons les indicateurs démographiques et nous avons des indicateurs de morbidité, de mortalité, etc. Et un exemple, par exemple, si on veut étudier l'incidence de la COVID-19 en Algérie pour l'année 2021 ou 2020, c'est une étude descriptive. Par contre, si nous voulons de voir est-ce que le fait d'être en contact étroit avec quelqu'un atteint de COVID-19, est-ce que nous allons nous-mêmes être atteints de COVID-19? Est-ce que le contact est une cause, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a une association entre le contact et l'atteinte de COVID-19? Là, on est obligé de faire appel à une étude étiologique. Donc, l'étude étiologique, son objectif, c'est d'étudier l'association
entre un facteur et un événement, ou plus précisément, entre l'exposition à un facteur, et dans notre exemple, c'est le contact étroit avec une personne atteinte de COVID-19, et l'événement, à savoir la survenue de COVID-19. Et juste pour vous dire, parce que quand quelqu'un vous dit, j'étudie, je suis en train de faire une étude sur la COVID-19, ça veut dire dire comme ça, on ne peut pas avoir une idée, est-ce qu'il s'agit d'une étude descriptive, étiologique, diagnostique ou thérapeutique. Il faut que ça soit plus clair, c'est-à-dire plus détaillé, il y a plus de précision. Parce que d'ailleurs, ces 4 types d'études, bien que le même objet, et non pas objectif, le même objet, c'est la COVID-19, mais la première étude concerne l'incidence, donc c'est une étude descriptive. Celle qui concerne l'association contact étroit COVID-19, c'est une étude étiologique. Celle qui concerne la performance de la tomodensitométrie thoracique pour le diagnostic de la COVID-19, c'est une étude diagnostique. Et d'ailleurs, il y a des études qui comparent la performance entre la TDMT et la PCR pour le diagnostic de la COVID-19. Ça, c'est une étude diagnostique. Par contre, l'étude thérapeutique, c'est l'étude de l'efficacité d'un médicament, notamment l'hydroxychloroquine, sur la COVID-19. Et là, vous voyez, nous avons 4 types d'études qui ont des objectifs différents, mais ils sont complémentaires pour l'étude de la maladie elle-même. Pour les études, ce sont des études descriptives, étiologiques, diagnostiques et thérapeutiques. Et vous avez vu, pour les mesures que nous sommes obligés de calculer pour chaque type d'étude, sont bien définies. Elles sont différentes d'une étude à une autre. Pour l'étude descriptive, nous calculons la prévalence et l'incidence notamment. Pour les études étiologiques que nous allons voir demain dans le cadre du TD numéro 2, à savoir la différence de risque, le risque relatif, le rapport de cote, qu'on appelle aussi odds ratio. Pour les études diagnostiques, nous avons d'autres mesures diagnostiques, à savoir la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive, la valeur prédictive négative. Et sans oublier aussi, pour les études thérapeutiques, il y a d'autres aussi mesures, ce qu'on appelle le risque, le rapport de risque relatif. Nous avons la réduction absolue du risque, la réduction relative du risque et le nombre du sujet nécessaire à traiter. Dommage, nous n'allons pas aborder les 2 dernières études, à savoir les études diagnostiques et les études thérapeutiques. Maintenant, avant de passer aux exercices, je vais vous rappeler les indicateurs de santé. Les indicateurs de santé, ce sont des mesures descriptives d'un problème de santé qui rentrent dans le cadre des études descriptives et qui rentrent dans le cadre de l'axe de l'épidémiologie descriptive. Donc, nous avons des indicateurs démographiques dont nous citons notamment la pyramide des âges, l'espérance de vie, taux global de fécondité ou taux de fécondité global, taux brut de natalité, etc. Les indicateurs de morbidité, nous avons des taux de prévalence ou des taux de morbidité. Nous avons la taux de prévalence instantanée, taux de période, on verra. Ça veut dire on parle de taux de prévalence instantané quand il s'agit de taux de prévalence à un instant donné, à un jour donné, et le taux de prévalence de période quand il s'agit d'une période. Et généralement, le taux de prévalence est un monde donné. Le taux d'incidence, nous avons le taux d'incidence ordinaire, c'est le taux d'incidence, et nous avons ce qu'on appelle la densité d'incidence, sans oublier les indicateurs de mortalité, et nous avons les indicateurs de mortalité. Nous avons, il faut oublier, nous avons 2 grands types d'indicateurs de mortalité, ce qu'on appelle des indicateurs globaux et des indicateurs spécifiques. Des indicateurs globaux ou bruts ou généraux, tels que le taux brut de mortalité. Ça veut dire le taux brut de mortalité, il prend en considération tous les décès, quelle que soit la cause. Par contre, les taux spécifiques, ils ne prennent pas la totalité des décès, mais ils prennent juste les décès, soit par rapport à une maladie particulière, ce qu'on appelle le taux spécifique de mortalité dû pour une maladie donnée, la tuberculose, la rage ou autre. Et nous avons le taux spécifique dans un sous-groupe donné, ce n'est pas toute la population, un sous-groupe par rapport à l'âge, c'est juste les enfants de moins de 1 an,
ou juste les femmes, ou juste les éboueurs. Tout ça, ça veut dire quand on n'étudie pas toute la population, on parle de spécificité dans un second. Le taux proportionnel de mortalité, c'est le nombre de malades de décès par rapport au nombre total de décès. Et le nombre, enfin, le nombre de létalité, qu'on appelle aussi indicateur de pronostic vital, c'est le nombre de malades décédés, sur le nombre de malades. Mais juste, j'attire votre attention. Le taux de mortalité, le taux de mortalité par rapport à une maladie particulière, le taux proportionnel, le taux de létalité, vous allez remarquer que le data est toujours le même, à savoir le nombre de malades décédés. Et là, on verra peut-être plus en détail quand on abordera les exercices. Donc, un moment juste pour accepter d'autres participants. Maintenant, juste par, je ne sais pas. Le sang راح ركبتيني. بالي راح يكون خرج خلاص. Est-ce que vous m'entendez? Parce que quand je pose la question, personne ne me répond. Est-ce que tu peux me répondre, toi, au moins? Ah bon? Depuis quand? Mais depuis quand? Et quand il y a un problème, tu m'appelles, Ah, il y a ça, ça. Et comment? J'ai pas de. C'est bon. 19, l'indicateur de mortalité. Mais est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Oui, monsieur. Hein? Est-ce que On vous c'est clair ce entend. que je viens d'exposer? Oui, monsieur. Donc, je continue. Oui. On ne voit pas la diapo, ça. Vous vous voyez pas la diapo. Et maintenant? Non On plus. voit rien. Excusez-moi. Mimax.
Et maintenant? Non plus. Maintenant? Non plus. Non plus. C'est étonnant. Mais Max. C'est bon, docteur. C'est bon? Oui. Maintenant, vous voyez. Oui, oui, monsieur. D'accord. Allez, maintenant, on va essayer de... Est-ce qu'il y a parmi vous ceux qui ont répondu à l'exercice numéro 1? Allô? Voilà. Allô, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, monsieur. Oui, on vous D'accord. entend. Est-ce qu'il y a parmi vous qui ont déjà répondu aux questions, à l'exercice numéro 1? Oui ou non? Non. D'accord, d'accord. Et s'il vous plaît, quand je pose une question, ne mettez pas beaucoup de temps pour me répondre. C'est clair? Oui. 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 D'accord. Alors, les certificats de décès, c'est une source de données exhaustive et permanente. Pourquoi c'est une source de données exhaustive? Parce que les certificats de décès, les décès, elles concernent tous les décès, dans notre pays ou ailleurs. Elles concernent, ça veut dire qu'il n'y a pas un décès où il exige un certificat ou un décès qui n'exige pas. Tous les décès exigent un document officiel, ce qu'on appelle un certificat de décès. Et pourquoi il est permanent? C'est parce que tous les jours, c'est pas aujourd'hui on déclare les décès et demain on va pas les déclarer et après-demain on va les redéclarer. Ça veut dire, c'est pourquoi les certificats de données, c'est une source de données, ça veut dire c'est un document, on trouve des données et c'est une source exhaustive et permanente parce que exhaustive, elle concerne tous les décès et les permanentes, c'est tous les jours. Mortalité prématurée. Mortalité prématurée, actuellement, généralement, l'espérance de vie dans le monde, pratiquement, c'est 65 ans. C'est-à-dire, elle est basée sur un calcul de 65. Ça veut dire, quelqu'un qui décède avant 65 ans, il est considéré comme un décès prématuré. Ça veut dire, s'il décède à 60 ans, ça veut dire il a perdu 5 années potentielles de vie. C'est ce qu'on appelle la mortalité prématurée. Est-ce que c'est clair? La mortalité prématurée, elle ne concerne pas les enfants nés prématurément. Pyramide des âges, c'est une représentation graphique de la structure d'une population, non seulement selon l'âge, mais selon l'âge et le sexe. Et d'ailleurs, la pyramide des âges, c'est un graphe constitué de deux histogrammes, un histogramme concernant le sexe féminin, un histogramme concerne le sexe masculin. Et dans l'histogramme féminin, c'est une répartition des femmes selon l'âge, et l'histogramme masculin, c'est la répartition des hommes selon l'âge. Le rapport de féminité, mais on utilise surtout le sexe ratio, qui est pratiquement le contraire de rapport de féminité. Le sexe ratio, c'est le rapport entre masculin et féminin, et dit par certains rapport de masculinité. Recensement, c'est ce que j'ai déjà expliqué. Quand il s'agit d'une enquête qui porte sur toute la population, on l'appelle un recensement. D'ailleurs, en Algérie, par exemple, il y a ce qu'on appelle le recensement, le RGPH, le recensement général de l'habitat et de la population qui se fait pratiquement
tous les 10 ans. Et le dernier était prévu en 2018. Après, il a eu lieu 2 ans, je suppose, ou 3 ans après. La standardisation, c'est un terme assez important. La standardisation, en résumé, pour dire les choses facilement, la standardisation, c'est une méthode qui nous oblige à ne comparer que ce qui est comparable. Ça veut dire, par rapport à une maladie donnée, liée à l'âge, telle que par exemple l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est une maladie liée à l'âge. Ça veut dire les sujets âgés ont plus de probabilité d'avoir une hypertension artérielle par rapport aux personnes jeunes ou aux enfants. Ça veut dire on ne peut pas comparer deux populations dont l'une est constituée surtout de sujets âgés à une autre population qui est constituée surtout de jeunes en termes de hypertension artérielle. Donc, si je veux comparer deux populations en matière d'hypertension artérielle, je suis obligé de calculer le taux de prévalence de l'hypertension artérielle par rapport aux tranches d'âge. Ça veut dire je ne peux comparer que les sujets jeunes, par exemple de 15 à 25 ans, avec les jeunes de 15-25 ans de l'autre population. Et je ne peux comparer que les sujets âgés de la population A et les sujets âgés de la population B. Ça veut dire que je ne peux pas comparer deux populations, l'une est surtout jeune et l'autre est surtout âgée, parce qu'elles ne sont pas comparables. C'est pourquoi je suis obligé de comparer, de me baser sur des taux ou des ratios standardisés. Standardisés, ça veut dire ce sont des taux de mortalité ou autres qui ont tenu compte de la différence en termes de structure par âge. Excusez-moi. Donc, les deux mesures qui ont donné 7 et 8, ce sont des mesures descriptives. Ce sont deux mesures qui mesurent l'état de santé d'une population. Aux questions de l'exercice 2. Non. Non. Non, dommage. En tout cas, ça veut dire, regardez, nous avons un certain nombre d'études. Et maintenant, normalement, après avoir expliqué ou après avoir compris les différents types d'études, normalement, vous êtes censé deviner le type de l'étude à partir de son titre.
mais à condition que ce soit un titre formulé ou élaboré selon des normes de formulation des titres. Ça veut dire que le titre doit quand même assez informatif. Ça veut dire qu'on doit normalement, à partir d'un bon titre d'une étude, on peut deviner le type de l'étude en question. La première, c'est étude sur les nouveaux cas de diabète de type 2 chez les patients âgés d'une consultation. D'après vous, c'est quel type d'étude, celle-là? Étude descriptive. Pourquoi? Parce qu'on étudie les nouveaux cas. Très bien. Et étude des nouveaux cas, justement, le fait qu'on trouve les nouveaux cas de diabète, s'il s'agit très, très probablement de descriptifs. Bien que dommage, on aurait dû, ça veut dire comme ça, c'est étudiant, on peut le deviner, on peut le déduire que c'est du descriptif, mais on aurait dû quand même nous ajouter un terme qui nous permet d'être sûr qu'il s'agit d'une étude descriptive. On aurait dû, par exemple, étude de la fréquence des nouveaux cas de diabète. Ça veut dire le terme, si on avait ajouté le terme de fréquence, par exemple, c'est sûr qu'il s'agit d'une étude descriptive. Bon. Deuxièmement, étude de la fréquence des cas d'infection associés aux soins chez des hospitalisés. Descriptive ou étiologique? Hein? Étiologique. Pourquoi étiologique? Parce qu'on regarde l'étiologie par rapport aux infections. Mais ils n'ont pas dit étude de l'étiologie, ils ont dit étude de la fréquence. On a juste envie de voir combien d'infections associées. Étude descriptive, parce que la fréquence. Donc, c'est une étude descriptive. Et la troisième? Étiologique. Très bien. La quatrième? Descriptif. La cinquième? Descriptif. La sixième? Étiologique. Vous êtes sûr? Non, Étude de Thérapeutique. évaluation. Thérapeutique. Comment? Évaluer l'efficacité. Évaluation. De quoi? L'efficacité de quoi? De Du traitement. traitement. Donc, c'est une étude Évaluation. Thérapeutique. qui commence par théra et elle finit par petit. Thérapeutique. Thérapeutique. Et la dernière? Ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. On ne voit pas parce qu'il y a la notice. Ah, d'accord, d'accord. Diagnostic. Mais le terme, le mot-clé y est. Il est visible. Diagnostic. Étude de diagnostic. Très bien, vous êtes très intelligent. Voilà la correction. C'est clair? Oui. Donc, les deux premiers, ça s'appelle juste les études descriptives, elles ne concernent que la fréquence. Et d'ailleurs, on trouve les mots-clés, les mesures descriptives, à savoir la prévalence et l'incidence. Pour les études étiologiques, il y a le mot-clé association. Et thérapeutique, le mot-clé, c'est l'efficacité d'un médicament. Et le diagnostic, c'est justement comparer deux tests diagnostiques. C'est clair? Oui, J'avance. Oui, monsieur. Oui. Oui. Allez, maintenant, justement, ils vous disent compléter le tableau ci-après en calculant la prévalence de la maladie, l'incidence de la maladie 2 et la durée moyenne de la maladie 3. Il est à préciser que ces maladies concernent des populations en équilibre, effectif incidence et durée constante. Juste pour vous dire qu'il y a une relation entre la prévalence, l'incidence et la durée d'une maladie. Comme je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, il suffit d'appliquer la formule. Et d'ailleurs, vous voyez le taux de prévalence de la maladie P égale I fois D, donc je multiplie et je trouve 60. Donc la prévalence de la maladie U est égale à 60 cas par 100 000 habitants. Par contre, le taux d'incidence de la maladie N2, il suffit d'appliquer la même formule, mais sous une autre forme, I égale P divisé par D, et nous allons trouver que le taux d'incidence de la maladie est 25 pour 100 000 habitants.
Et la durée moyenne de la maladie, c'est durée égale prévalence divisée par incidence. Et je trouve 0,33. Et comme la durée moyenne de la maladie est exprimée en années, et là j'aurais dû l'écrire, durée moyenne de la maladie en années, donc le tiers d'une année, c'est 4 mois. C'est pourquoi la durée moyenne de la maladie en question est égale à 4 mois. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. J'avance. Je vous donne 1 minute justement pour essayer de répondre à cet exercice. Complétez le tableau ci-après concernant l'évolution de 2014 à 2015 des indicateurs relatifs au cas de diarrhée enregistrés dans des camps de réfugiés où un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques a été mis en place. Commentez l'impact de ce programme. Et d'ailleurs, on vous donne certains indicateurs pour l'année 2014 et des indicateurs, du moins des valeurs des mêmes indicateurs pour l'année 2015. Donc, la première chose à faire, c'est quoi? Je ne vous entends pas. J'ai dit, que doit-on faire pour commenter l'impact de ce programme? Que je dois faire pour dire si nous avons fait un bon programme ou non par rapport au diarrhée? Répondez-moi, s'il vous plaît. Comparer entre les 2 années. Qu'est-ce que dois-je faire avant de commenter? C'est vrai, je dois les comparer. Comment dois-je les comparer? Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir les comparer? En mesurant les indicateurs de santé, l'incidence, la mortalité, la létalité. Très bien, très bien. Donc, essayez quand même de renseigner les 6 cases à droite, à savoir l'incidence de la diarrhée, la mortalité spécifique et la létalité de la diarrhée. Et là, quand on renseigne les cases, on va voir les chiffres. On va comparer chaque chiffre par rapport à l'année 2015. C'est l'incidence de la diarrhée 2014-2015, mortalité spécifique 2014-2015 et létalité 2014-2015. Bon, j'avance. Et s'il vous plaît, avant, je vais essayer d'accepter la participation de certains de vos collègues. Est-ce que vous voyez la diapo? Allô? Oui. Vous voyez? Oui, on voit. Oui. D'accord. Ce que nous remarquons, ça veut dire par exemple pour la morbidité. La morbidité, ça veut dire l'incidence de la diarrhée. L'incidence de la diarrhée, c'est un indicateur de morbidité. Nous avons remarqué qu'il a diminué. Ça veut dire que nous avons moins de diarrhée. Donc, ça veut dire quand même notre programme de prévention a quand même réussi. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Par contre, concernant la mortalité, et nous avons remarqué qu'elle a stagné. Est-ce que c'est clair? Donc, ça veut dire à la limite, échec, ça veut dire qu'on ne s'est pas amélioré en termes de prise en charge thérapeutique de la diarrhée. Nous avons autant de morts par diarrhée. La mortalité, du moins, nous avons autant de décès par diarrhée. Ça veut dire dommage. Ça veut dire dommage, on n'a pas évité un certain nombre de décès. Par contre, le problème qui se pose aussi, c'est surtout la létalité. La létalité, malheureusement, elle a même augmenté. Ça veut dire la prise en charge thérapeutique de la diarrhée, notamment des cas graves, on ne s'est pas amélioré. Juste pour vous dire, ça veut dire pourquoi, ça veut dire l'esprit de cet exercice, ou l'intérêt de cet exercice, juste pour vous dire, tout ce que nous apprenons ensemble en termes d'indicateurs de santé, ce n'est pas juste les calculer. Ça veut dire le calcul d'un indicateur, ce n'est pas un objectif en soi. Le calcul d'un indicateur, il nous aide à décider. Donc, les indicateurs de santé, ce sont des aides à la décision.
C'est pourquoi il faut bien comprendre ce que ça veut dire les indicateurs de santé pour qu'on puisse les utiliser. Donc, je répète, les indicateurs de santé, non seulement il faut apprendre à les calculer, mais surtout à les interpréter pour pouvoir les utiliser pour justement régler tel ou tel problème. Est-ce que c'est clair ce que je viens d'expliquer? Oui, Donc, j'avance. oui, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, avant que j'avance, est-ce que vous pouvez me dire votre appréciation générale? Est-ce que c'est bien ou non? Oui, c'est bien. Oui, on comprend. C'est pas évident, d'accord, merci, tant mieux. Maintenant, donc, essayez quand même prendre une minute, par exemple, justement, pour pouvoir, si vous avez vraiment compris ce que je viens d'expliquer, pour répondre justement à ces différents indicateurs. Donc, je vous donne une minute pour continuer après. Donc, une minute à vous pour pouvoir répondre à... D'accord. Docteur, s'il vous plaît, pour les prochaines séances, si vous pouvez nous envoyer des vidéos pour qu'on les prépare avant. Allô? Oui. Oui, Je je vous vous dis entends. pour les prochaines TD, s'il vous plaît, si vous pouvez nous envoyer les exos pour qu'on les prépare avant. En tout cas, les exos, je Comme les ai ça, on va envoyés. on va pas Vous êtes du groupe de l'INSP. داروهم Allô? ديجا في لو جروب نعاود نحط اليوم. Eh, parce que j'ai déjà envoyé les TD. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez pu répondre? Oui. Est-ce que vous avez pu répondre? Oui. Bon, allez, je passe. Ça veut dire, juste regardez ce que j'ai écrit. Ça veut dire, l'indicateur, avant de le calculer comme ça machinalement, il faut toujours, d'abord ce sont des taux. Des taux, ça veut dire c'est un rapport. Et nous avons une valeur au numérateur et une valeur au dénominateur. Généralement, toujours, quand il s'agit d'un taux, le dénominateur, du moins, le numérateur fait partie du dénominateur. C'est-à-dire le dénominateur englobe le numérateur.
ce qui est différent par rapport à un ratio. Un ratio, c'est toujours un rapport, un numérateur et un dénominateur, mais le numérateur n'est pas une partie du dénominateur, tel que, par exemple, le sexe ratio. Ça veut dire le sexe ratio, on divise le nombre d'hommes sur le nombre de femmes. Ça veut dire la population masculine ne fait pas partie, c'est pas une partie. Mimaz. Ok. Et maintenant? C'est bon. Oui, C'est c'est bon. bon. Donc, je vous dis, ça veut dire, attention, ça veut dire, regardez ce qui concerne la mortalité. Regardez, le taux de mortalité proportionnel et le taux de mortalité spécifique par rapport à une maladie et le taux de létalité, à savoir, c'est-à-dire le troisième indicateur et le quatrième et le sixième indicateur, attention, remarquez que le numérateur est le même. C'est toujours le nombre de décès par la maladie M. Quand il s'agit d'un taux de mortalité proportionnel, on divise par le nombre total de décès. Et quand il s'agit de taux de mortalité spécifique par rapport à la maladie, on le compare ou on divise par la population générale. Et pour la létalité, qui est d'ailleurs un indicateur de pronostic vital, on le divise par le nombre de cas de la maladie. Ça veut dire maintenant, vous voyez comment on va faire. Donc le premier, c'est le nombre de cas de maladie divisé par la population générale, et on trouve 10%. Nombre total de décès pour le taux de mortalité, nous trouvons 5 pour 1000. Le taux de mortalité proportionnel, c'est 20%. Spécifique de ces maladies, c'est 1 pour 1000.
le taux de mortalité spécifique par rapport aux femmes, c'est 4,8 pour 1000 et le taux de létalité, c'est 1%. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Merci. Bon, maintenant, c'est toujours le même exercice. Les données épidémiologiques, c'est appris concernant l'Algérie en 2014, sont extraits du relevé épidémiologique annuel de l'Institut national de santé publique relatif aux cas de maladies déclarées à l'INSP. D'accord? Et là, je vous conseille, donc je vous propose d'aller dans ce genre de site, tel que celui de l'INSP ou celui du ministère de la Santé algérien ou celui de l'Organisation mondiale de la santé, pour voir ce genre de bulletin, pour avoir certaines informations qui certainement vous concernent si vous avez une vision globale de la médecine. Là, vous avez des chiffres. Quand vous avez un document tel qu'un bulletin, là, nous savons beaucoup de chiffres. Moi, là, c'est juste un extrait, mais généralement, quand on voit un document, ça nous arrive de trouver beaucoup de chiffres, là, beaucoup de nombres. Donc, le nombre là, il faut surtout les interpréter, c'est-à-dire il faut savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et quand on vous pose des questions, normalement, vous êtes censé d'y répondre. Et comment on répond? Ça veut dire soit, et d'ailleurs, quand vous répondez, parfois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les données que vous avez. Ça veut dire peut-être la réponse à la question a besoin juste d'un ou deux nombres qu'on a mis à votre disposition. Et parfois, on vous pose une question, et normalement, vous êtes capable de dire, parfois, je ne peux pas calculer cet indicateur, cette mesure, parce que il y a des données indispensables pour son calcul qui ne figurent pas dans le bulletin ou dans le document qui a été mis à votre disposition. Donc, regardez ce tableau. Nous avons trois indicateurs, à savoir la population générale, la population globale ou la population moyenne, le nombre de cas de leishmaniose cutanée déclarés et le taux d'incidence de la brucellose. Mais pour chaque indicateur, nous avons trois chiffres ou trois nombres ou trois valeurs différentes. Pourquoi elles sont différentes? Parce que l'une concerne, du moins, l'une des valeurs concerne l'Algérie tout entière, donc c'est la population de l'Algérie. Par contre, l'autre ne concerne que Béchar, la wilaya de Béchar, et le troisième ne concerne que la wilaya de Biskra. Donc, quand on vous pose la question, d'abord, il faut être tout sûr, ça veut dire la question qu'on vous pose, elle concerne toute l'Algérie, ou simplement Béchar, ou simplement Biskra. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord comprendre la question pour bien choisir les valeurs qu'il faut utiliser pour calculer tel ou tel indicateur. Et d'ailleurs, je vous donne encore une minute, et essayez de calculer les différents indicateurs. Les différents indicateurs, le taux d'incidence nationale de l'Eichmann. Au moins, ça veut dire comme là, vous n'avez pas les valeurs devant vos yeux, malheureusement, essayez quand même au moins de voir quel est le numérateur et quel est le dénominateur pour chaque indicateur. Donc, essayez juste de voir. C'est-à-dire, à la limite, le plus important, c'est pas le calcul en soi, mais surtout, quelle formule allez-vous appliquer? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez mettre au numérateur et qu'est-ce que vous allez mettre au dénominateur pour voir si vous avez bien compris. Allez, vous avez une minute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez, d'accord. Donc, Oui. vous avez une minute.
Allô? Allez. Excusez-moi, je suis en ligne de cours. Quand on est donné tout aux étudiants en ligne de conférence. Et après, moi, je fais ça. Vous avez pu? Vous avez pu? Répondez-moi. Oui, oui, professeur. Allez, on passe, allez. Regardez, excusez-moi, le plus important, c'est de comprendre et non pas le calcul en soi. Donc, le taux d'incidence national de la leishmaniose cutanée, le taux d'incidence, d'ailleurs, la définition, du moins, regardez, ils sont tous des taux, ils sont tous des rapports. Il y a toujours un numérateur et un dénominateur. Pour le taux d'incidence, au numérateur, c'est le nombre de malades dans la période donnée. Pour nous, c'est l'année 2014. Et la population, et là, vous voyez population multipliée par temps. Temps, population, temps, j'explique pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire, ici, le problème ne se pose pas. Ça veut dire, à la limite, qu'on écrit population tout court ou population temps, ça veut dire sur le plan calcul, il n'y aura pas de différence parce qu'il s'agit d'une seule année. Et là, vous remarquez qu'on divise 4543 divisé par 39 100 000, etc. Et on trouve 11,62 pour 100 000 habitants. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour l'année 2014, hein, ça veut dire en moyenne, dans une, je sais pas, dans une commune, ou dans une commune, par exemple, où il y a 100 000 habitants, pratiquement, nous avons 11 à 12 malades qui surviennent pendant l'année 2014. Mais par contre, imaginons qu'on vous dit, par exemple, le nombre de malades ayant apparu pendant 3 ans. Par exemple, imaginons les 4543 ne sont pas apparus en une seule année, mais en 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire en 3 ans? Donc, l'incidence annuelle, ce n'est plus 12, comme c'est écrit maintenant. C'est quand on dit en 62, c'est pratiquement 12. Disons 12 pour faciliter l'explication. Donc, s'il s'agit du nombre annuel qui est 4543, nous avons 12 pour 100 000 habitants. 12. Par contre, si ce nombre est apparu au cours de 3 ans et non pas en une seule année, donc le taux d'incidence de 3 ans, c'est 12, mais le taux d'incidence annuel, ce n'est pas 12, c'est 12 divisé par 3, égale 4 pour 100 000 habitants. C'est pourquoi, c'est-à-dire la formule générale, c'est le nombre de malades, c'est 4543 au numérateur, et dénominateur, je vais écrire 39 100 000 multiplié par 3. 3, c'est le nombre d'années durant lesquelles sont apparus les 4543. Et j'ai trouvé 4 au lieu de 12. Mais par contre, dans notre exercice, comme ce nombre 4543 est apparu en une seule année, donc je peux dire, comme si j'avais écrit 4543 divisé par 39 millions, et là pour 100 000, ça, je multiplie d'abord par 1. Est-ce que c'est clair? Mais docteur, comment on peut savoir que le nombre il est égal pendant, genre on divise par 3 si on est sûr que le nombre il est le même, première, deuxième, troisième? Non, mais c'est une moyenne.
Ça, c'est une moyenne. Ah, Ça d'accord, veut la dire moyenne. Ok. que 3 années, c'est l'incidence, le taux d'incidence moyen de l'année. Ah, d'accord. Est-ce que c'est clair? Merci. Oui, c'est clair. Donc, maintenant, on passe au deuxième indicateur, le nombre de cas de brucellose. Le nombre de cas de brucellose déclarés à Béchar, c'est pratiquement la même chose, mais c'est juste c'est une règle de 3, mais on fait l'inverse, c'est-à-dire le taux d'incidence que nous avons déjà vu juste avant, qu'on multiplie par la population. Donc, nous allons trouver 49 cas. Mais surtout, s'il vous plaît, pour le premier indicateur, il concerne l'Algérie. J'ai écrit national. Donc, les chiffres que vous devez utiliser pour le calcul, ce sont les chiffres qui concernent l'Algérie. Le nombre de cas de brucellose déclarés, c'est le taux d'incidence concernant Béchar et concernant la brucellose aussi. Hein. Est-ce que c'est clair? Vous me suivez? Oui. Oui. Oui, La professeur. proportion de cas de brucellose déclarés Béchar parmi l'ensemble des cas de brucellose à l'échelle nationale, ça c'est une proportion. On voit les cas de Béchar divisé par le cas de l'Algérie. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Et le nombre de cas de rage de sexe féminin, nous avons, ça c'est juste une règle, j'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais c'est clair parce que je vais vous envoyer en tout cas le PowerPoint corrigé, j'espère ce soir. C'est clair? Donc, en tout cas, c'est très simple. Chaque fois qu'on vous demande de calculer un indicateur, s'il vous plaît, ne le faites pas machinalement. Comprenez de quoi s'agit-il. D'abord, même si vous perdez un peu de temps, il faut d'abord comprendre l'indicateur qu'on vous demande afin de bien choisir les valeurs qu'il faut utiliser. Et comme ça, c'est simple, vous allez avoir le résultat juste. Est-ce que je peux passer à la diapo d'après? Oui. Oui. Maintenant, taux de létalité. Regardez, comme je l'ai déjà dit, pour les 3 indicateurs, taux de létalité, taux proportionnel, taux spécifique, nous remarquons que le numérateur est le même. C'est le nombre de décès par âge pour les 3 indicateurs. Par contre, le dénominateur diffère. Le nombre de malades de rage pour la létalité, qui est ce qu'on appelle aussi un indicateur de pronostic vital. Le taux proportionnel, c'est par rapport au nombre total de décès. C'est clair? Et le nombre de décès par âge sur la population pour le taux de mortalité spécifique. Et là, vous voyez, donc le premier, c'est pratiquement en pourcentage, et même le taux proportionnel, normalement, d'habitude, en termes de pourcentage. D'après vous, pourquoi on n'a pas utilisé pourcent, mais on a utilisé pour 100 000? Qui peut me répondre? Est-ce que vous me suivez? Pour prendre au moins un nombre avant la virgule. Très bien. Ça veut dire, à la limite, imaginons, parce que comme j'ai déjà dit, d'habitude, c'est taux proportionnel. C'est-à-dire, proportionnel, imaginons qu'on exige de vous un pourcentage. Ça veut dire, le 4, vous êtes obligé de le diviser par 1000. Vous aurez 0,004%. Et ça, ce sont des chiffres qu'il faut éviter. Ça veut dire, sur le plan pratique, ça n'a pas de sens. Et là, le problème, c'est le cas de toutes les maladies qui sont très rares. Ça veut dire le nombre de cas de rage en Algérie, c'est pratiquement, nous avons, dans ce cas-là, en Algérie, par exemple, nous avons une vingtaine. Ça veut dire 20 par rapport à 40 millions d'habitants, c'est vraiment peu. Donc, c'est pourquoi l'unité d'expression, ce n'est pas forcément pourcent ou là pour 1000 ou là pour 10 000. Ça dépend de la prévalence de la maladie elle-même. Et c'est d'ailleurs la même chose pour le taux spécifique de mortalité par âge. Ça veut dire, pratiquement en Algérie, par exemple, comme nous avons 40 millions d'habitants maintenant et 39 en 2014, ça veut dire diviser 7 par 39 millions, là aussi on peut pas l'exprimer en 100 ou à 1000 ou à 100 000 quand même, on doit l'expliquer en millions. D'ailleurs là, même déjà millions, c'est déjà peu.
2 pour 10 millions. 2 pour 10 millions. Est-ce que c'est clair? Oui. Allez, on c'est clair. passe. Maintenant, ce qui vient après, le taux de mortalité néonatale, tardive, postnatale, etc., tout ça, Oui. c'est une application directe des formules. Mais juste ce que j'ai envie de dire, les taux de mortalité que vous avez devant les yeux, ce sont des taux de mortalité spécifiques. Par rapport à quoi? Ces taux de mortalité sont considérés des taux de mortalité spécifiques selon quoi? L'âge. Très bien, selon l'âge de l'enfant. Et là, c'est très important parce que pourquoi c'est important d'avoir les taux, non un taux de mortalité globale chez les enfants de 0-15 ans, mais c'est bien d'avoir ces valeurs réparties selon l'âge. D'après vous, pourquoi? Par rapport à l'étiologie. Pour savoir la L'étiologie cause. de... Comment? C'est mort. Des facteurs Oui. de risque liés à l'âge. Très bien, lié à l'âge. Parce que ceux qui décédent, le décès au niveau de la première semaine, ce n'est pas comme le décès pendant l'année, ou pendant les 5 ans, ou pendant les 15 ans. Ça veut dire, comme la mortalité elle-même, ou la morbidité elle-même, la plupart des maladies sont liées à l'âge. La mortalité, il est à l'âge. Et notamment, même au niveau de l'enfant, ça veut dire la mortalité au niveau de la première semaine, ou le premier mois, ou la première année, ce n'est pas toujours les mêmes causes, ou ce n'est pas la même ampleur. Donc, c'est pourquoi nous allons voir, nous sommes obligés de voir de près, est-ce que le taux de mortalité de nos enfants, est-ce que la mortalité survient surtout à la première semaine, ou elle a au premier mois, ou elle a pendant les 5 ans, ou elle a pendant les 6 ans. Et c'est pourquoi, justement, ces taux de mortalité spécifiques sont très, très intéressants en pédiatrie. Maintenant, là aussi, comme ce sont des taux, donc sont des rapports, et là aussi, avant d'appliquer machinalement des calculs, il faut bien voir quelle valeur mettons au numérateur et quelle valeur mettons au dénominateur. Généralement, ici, le dénominateur, c'est pratiquement le nombre de naissances, néonatal, tardive. Mais au numérateur, ça dépend de la période considérée. Et là, en résumé, ça c'est un schéma qui résume à peu près les périodes qui concernent chaque type de mortalité. Nous avons la mortalité périnatale, 28 semaines d'aménorrhée jusqu'à la première semaine. Nous avons la mortinatalité, c'est avant la naissance de ceux qui sont morts-nés. Mais la mortalité néonatale, elle se divise en précoce pour la première semaine et tardive pour les 2 semaines d'après. Postnatale entre 28 jours, ça veut dire 1 mois et 1 an. Infantile de la naissance jusqu'à 1 an. Juvénile de 1 à 5 ans. Et l'infanto-juvénile, c'est de la naissance jusqu'à 5 ans. Et là, nous allons remarquer, ce sont des périodes que j'ai utilisées pour calculer mes indicateurs. Est-ce que c'est clair? Oui. Bon, on avance. Toujours les cas, donc c'est toujours l'exercice numéro 8 et nous rapprochons de la fin parce que je l'ai déjà dit au début, dommage, je ne peux pas aborder tout, dommage. Je vais vous dire l'essentiel, je vous ai déjà dit l'essentiel et je vous posais déjà des questions essentielles. J'ai pas voulu aborder toutes les questions faute de temps et je me suis limité surtout aux questions tombables, ça veut dire probablement qui vont être posées le jour de l'examen. Et donc là aussi, ce sont toujours pratiquement les mêmes questions, des données démographiques, ça veut dire on se base sur des données démographiques, d'accord?
notamment et de mortalité, parce que les chiffres concernant la mortalité, ils chevauchent entre ce qui est démographique et ce qui est épidémiologique. En tout cas, voilà les taux bruts, c'est pratiquement la même chose. Et là, juste, je vous rappelle, le taux brut de natalité, nous avons toujours un numérateur et dénominateur. Nous avons le dénominateur, c'est la population qu'on appelle population générale ou moyenne ou globale. Et là, donc, le jour d'examination, on vous donne la population et on vous dit, c'est celle-là la population générale, la population générale dite aussi population globale, ou on vous donne la population au début de l'année, c'est-à-dire au 1er janvier, et la population au 31 décembre, vous faites la somme et vous divisez par 2, c'est-à-dire c'est la moyenne. Et là, taux brut de mortalité, de natalité, je divise par le nombre de naissances vivantes divisé par la population. Le taux de mortalité, le taux de brut de mortalité, je divise le nombre total de décès. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle le taux brut de natalité. Le deuxième, c'est le taux brut de mortalité. Et la différence des deux, c'est ce qu'on appelle le taux d'accroissement naturel. Et il suffit de faire la différence. Et là aussi, comme il y a une relation entre les trois, donc si on vous donne les valeurs de 2, vous pouvez déduire de vous-même le troisième. C'est-à-dire si on vous donne les taux bruts de natalité et taux brut de mortalité, vous pouvez donner le taux d'accroissement naturel. Et si on vous donne le taux d'accroissement naturel et taux brut de natalité, vous pouvez déduire le taux brut de mortalité. Et si on vous donne le taux brut de mortalité et le taux d'accroissement naturel, vous pouvez déduire de vous-même le taux brut de natalité. Le taux de mortalité infantile, qui est un indicateur essentiel, très très important, c'est le nombre de décès des enfants âgés de moins de 1 an sur le nombre de naissances vivantes. Et là, on trouve dans cet exemple presque 21 pour 1000 naissances vivantes. Et d'ailleurs, des fois, quand on donne les résultats, des fois, on dit 26,13 pour 1000. C'est vrai pour 1000, mais il faut que ça soit clair dans nos têtes, c'est pour 1000 habitants. Et donc, la réponse juste, il faut ajouter l'unité d'expression. C'est-à-dire, quand on dit 26,13 pour 1000, c'est vrai, on sait que c'est pour 1000 habitants, mais c'est bien de le préciser. Et d'ailleurs, regardez pour le dernier taux, c'est pas pour 1000 habitants, c'est pour 1000 naissances vivantes. Et les trois autres, les taux de mortinatalité. Mortinatalité, ça vient de mort-né. Et le taux de mort-né, on ne le divise pas par le nombre de naissances vivantes, mais le nombre de naissances vivantes auquel on doit ajouter le nombre de morts-nés. Et d'ailleurs, même le résultat, on ne dit pas 13,17 pour 1000 naissances vivantes. C'est pour 1000 naissances, toutes confondues. Et les naissances vivantes plus les morts-nés. Le taux de fécondité global, c'est le nombre de naissances vivantes par rapport à la population de femmes en âge de procréer, à savoir 15-49 ans. Et nous avons le résultat ici, il est presque de 99 pour 1000 femmes en âge de procréer. Enfin, le ratio de dépendance démographique par rapport aux personnes en âge d'activité. Et là aussi, c'est très important sur le plan démographique. Ça veut dire, en termes de population, il y a ce qu'on appelle une population active et une population inactive. Généralement, la population active dans notre pays, la population considérée comme active, c'est la population âgée entre 15 et 59 ans, voire 60. Sachant qu'ailleurs, les personnes en âge d'activité, ce sont ceux qui sont âgés entre 20 et 64 ans. En tout cas, ce n'est pas le plus important. Juste pour vous dire, le ratio de dépendance, c'est un rapport, mais le ratio, c'est juste. Ratio de dépendance, c'est plus juste. Ratio de dépendance, donc en numérateur, on met la population dépendante. D'ailleurs, on dit ratio de dépendance. Ratio de dépendante, voilà qui ne sont pas en activité. Les ratios dépendants dans notre pays, ceux qui sont considérés comme une population dépendante, ce sont les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans et les personnes âgées de 60 ans et en plus de 59 ans. Et on va la diviser
par la population active. Tout en sachant, parce que dans notre pays, même au sein d'un seul ménage, c'est-à-dire on dit, il y a par exemple le jeune qui travaille, et nous avons des membres de la famille qui ne sont pas en activité, sur les personnes âgées et les enfants. Donc, pour calculer le ratio de dépendance démographique d'un ménage ou d'une famille, il suffit de diviser le nombre de personnes qui travaillent, en âge d'activité, à savoir 50 ans, diviser ceux qui ne travaillent pas, à savoir les enfants de moins de 15 ans et les personnes âgées, on les divise par la population active, à savoir de 15-59 ans. Mais juste, ça veut dire, juste, j'ai envie que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est important. Bien que c'est un indicateur purement démographique, mais il a certainement un impact sur l'état de santé d'une famille, voilà, d'une population. Est-ce que c'est clair ce que je viens d'expliquer? Oui. Donc, je passe. Je pense que c'est la dernière question. Calculer les 5 indicateurs de CEPA du maladie dans un groupe de 10 personnes, représentés ici par des lettres de A à J, jusqu'à J, dont 3, à savoir la personne B, E et G, sont restés indemnes. À la figure en question, chaque trait, avec les 2 flèches aux extrémités, représente un épisode de cette maladie chez une personne. Donc là, je vous demande, quelle est la prévalence au 1er janvier 2016? Quelle est la prévalence? Combien il y a de cas? 3. Très bien. Et au 1er juillet? Trois. 2. Ah, Vous êtes sûr? 4, je pense. Ce n'est pas au pif. 2, 3, 4, 5, 6. C'est combien? 1er juillet 2016. 2. Très bien. Prévalence de l'année 2016. Ça veut dire, regardez, ça veut dire, j'attire votre attention. La prévalence au 1er janvier et la prévalence au 1er juillet, ce sont des prévalences instantanées. Ça veut dire à un moment donné, à un jour donné. Donc, il faut les voir, le cas qui, comment dirais-je, qui a une séquence avec le trait qui concerne le 1er juillet 2016. Par contre, la prévalence de l'année de 2016, c'est une prévalence de période. Ce n'est pas un jour donné, mais c'est une année donnée. C'est une période. Quelle est la prévalence de l'année 2016? Six. Bien. 6. Incidence. Et là, ça veut dire, là, la prévalence à 2016, vous avez tenu compte de tous les cas qui ont pu être en année 2016, même ceux qui ont commencé en 2015. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Ceux qui ont répondu, ils m'ont dit 6. Ça veut dire même A et C et H, A, C et H, ils en ont tenu compte, même s'ils ont commencé en 2015. Parce que la prévalence, elle concerne les nouveaux cas, mais aussi les anciens cas. Et maintenant, l'incident de 2016, c'est combien? 12. S'il vous plaît, celui qui m'a répondu 12, il n'a même pas donné le temps au point d'interrogation d'arriver dans son système nerveux central. 3. Très bien. Et l'incidence au premier semestre 2016? 1. Voilà. Bon. Voilà les réponses. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que tout le monde a compris? Non. Non? Juste, ça veut dire la différence.
la prévalence, vous prenez tout, et les anciens et les nouveaux. Par contre, l'incidence, ne prenez que ceux qui ont commencé pendant l'année ou la période en question. Ça veut dire le H, même s'il fait partie de la prévalence de 2016. Mais il ne fait pas partie de l'incidence de 2016, parce qu'il n'a pas commencé en 2016. Il n'est pas nouveau pour 2016. Il est ancien, parce qu'il a eu lieu avant 2016. Est-ce que c'est clair? Oui, mais pourquoi l'incidence du premier semestre 2016, c'est 1? Comment? Le premier, qu'est-ce que ça veut dire le premier semestre? C'est 6 mois, non? C'est 6 mois, c'est du 1er janvier au 1er juillet. Au 1er Combien juillet. de cas ont apparu durant ce semestre? Au 1er juillet, oui, c'est 1, mais pour moi, c'était Il n'est jusqu'à pas au juin. premier, il n'a pas commencé au premier. C'est pas le trait. Il a commencé, ça veut dire pendant le du 1er janvier au 1er juillet, combien est survenu comme nouveau? Un seul, oui. Vous êtes d'accord? Oui, oui, mais je pensais que c'était le semestre s'arrêtait à juin. Comment juin? De- Non, de c'est le janvier à 30 juin. Ça veut dire là, c'est juste. C'est 30 juin au 1er juillet. Parce que j'ai commencé au 1er janvier. D'accord, d'accord. D'accord? Oui, Et oui. le deuxième semestre commence le 1er juillet, non pas le 30 juin. D'accord. Le 30 juin fait partie du premier trimestre. Fait partie du premier trimestre. D'accord? Ouais. Et d'ailleurs là, on est à l'aise parce qu'il n'y a pas un cas qui a commencé le 1er juillet. J'ai pas mis un trait dans la première flèche, commence juste le 1er juillet. Donc il n'y a pas ce problème. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, quelle est donc l'incidence au premier semestre 2016? Quand on a dit 1, il s'agit de quel cas? Quelle lettre? C'est quel cas? H. Très bien, H. Donc, allez, revenons. Prévalence au 1er janvier 2016, nous avons dit 3. Quels sont ces 3? Au 1er janvier 2016. Les 3, c'est... Quels sont les 3 cas? C'est A. C'est H. Oui, A et avant H, qu'est-ce qu'il y a? C'est. Voilà. C. Donc, A, C et H. Et le 1er juillet, A, I. B et... non, il n'y a pas B, B ni N, ni rester. D. D. Ah oui. D et C'est J. A et I. I. C'est simple, A et I. Et pour la prévalence de l'année 2016, c'est le A, A, C, D, A, C, D, D. H. Non, doucement, doucement. A, C, D. C'est quoi H. encore? H, I, J. I, J. IG. D'accord? Ça. Et l'incidence de l'année 2016? H, IG. D, Non. Incidence de l'année 2016. D, Incidence. Donc, c'est D, I et J. Et l'incidence du premier semestre égale à 1, nous l'avons déjà dit, il s'agit de H. Je sais pas, bon. Incidence du premier semestre. Pardon, c'est le C'est le I. C'est le I, d'accord, I. Le I, oui. Le Le H, on ne le prend pas parce qu'il est déjà présent depuis 15. Et vous êtes trop intelligente. Allez, est-ce que j'ai répondu? Est-ce que vous avez des questions ou non? En tout cas, je ne sais pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer au délégué. Le délégué va me les envoyer aujourd'hui. Et demain, avant que je commence le TD numéro 2, je vais répondre à vos questions relatives au TD d'aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que je peux avoir une appréciation générale sur ce TD numéro 1? Ouais, c'était bien. C'est très bien.
Non, voilà, c'était très bien, c'est plus juste que c'est bien. Merci beaucoup. Allez, vous n'avez pas de questions comme ça maintenant? Non. Donc, s'il vous plaît, donc essayez. Donc, ce soir, je vais vous envoyer le corrigé, mais juste s'il vous plaît, essayez de répondre aux questions du TD numéro 2. Donc, à chaque fois, je vais vous envoyer en tout cas les 5 TD. Chaque fois, essayez de résoudre les questions de TD du lendemain. Et comme ça, d'ici jeudi, je vous enverrai le corrigé des TD, sachant que certains d'entre vous l'ont déjà. Et donc, le vendredi, j'espère, et samedi, le vendredi, je ne sais pas quoi vous dire. Le vendredi, essayez de passer le vendredi prochain à voir de près ces TD corrigés. Et entre-temps, essayez quand même de réviser les cours qui ne sont pas des cours de méthodologie, les autres cours, autres que les cours des 5 TD que nous allons faire ensemble. Ça y est? On peut se dire au revoir? Oui, professeur, merci beaucoup. Merci Bonjour. beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Excusez-moi s'il y avait un peu des problèmes techniques à des moments. J'espère que je vous ai dit l'essentiel. Donc, je vous conseille de revoir ce que j'ai dit. Et si vous avez des difficultés, vous me posez les questions et surtout révisez vos cours de près. D'accord, merci beaucoup, docteur. Merci pour votre aimable attention et à demain. À demain, Inch'Allah. Merci. واش هاي قلنا بركا صافا شويه لا دوك ما تدخليش برك هذا لا j'ai envie quels sont les points négatifs qui vous impactent mais c'est bon parce que moi j'ai pas de problème de connexion bien هاي صح دوك هذا شغلك quels sont les points quels sont les points négatifs درك pour la présentation elle-même فهمني صح